Bonjour à tous et toutes, et bienvenue sur ce vlog sur un film dont vous n'avez probablement pas entendu parler. Ce film s'appelle Possessor en version originale, et il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai voulu vous en parler. La première, il est sorti l'année dernière aux États-Unis, et il s'est retrouvé dans pas mal de tops de personnes que je suis, notamment au niveau des youtubeurs américains. Du coup, ça m'a créé une petite intrigue. La deuxième chose qui m'intriguait, c'est le pitch. L'histoire, c'est que dans un futur plus ou moins proche, une femme, un assassin, a un outil absolument révolutionnaire à sa disposition pour devenir le meilleur assassin du monde, c'est que, en tout cas le meilleur assassin infiltré, c'est qu'en fait, l'entreprise pour laquelle elle travaille a une technologie qui lui permet de contrôler le corps et l'esprit, on va dire en général, mais le corps des gens à distance. Elle peut donc télécharger sa personnalité dans l'autre personne et l'utiliser comme couverture pour pouvoir accéder à des personnes extrêmement difficiles d'accès et les tuer du coup en toute impunité. Déjà à ce niveau-là, l'intrigue est intéressante, surtout quand tu sais que, évidemment, comme dans beaucoup d'histoires où la réalité est mise en question, qu'elle soit virtuelle ou qu'on la passe dans le corps de quelqu'un d'autre, etc., évidemment, la question de la réalité elle-même va entrer en jeu et le personnage va perdre plus ou moins son accroche avec le monde qui l'entoure. Et enfin, la troisième raison qui fait que j'ai voulu voir ce film, c'est que ce film est réalisé par Brandon Cronenberg. Le fils, donc, de David Cronenberg, l'auteur d'énormément de films, généralement de genre plutôt, qui sont particulièrement notables pour leur travail, notamment du corps humain. Alors il a fait aussi pas mal traité de la violence, mais il a beaucoup fait de films en rapport avec le corps humain, et surtout en rapport avec la transhumanité, le transhumanisme, le symbole de la prothèse, on va dire en général. Dans beaucoup de ces films, les personnages s'associent à de la mécanique ou de l'électrique existence sur la réalité virtuelle. Les consoles sont de petites créatures qui sont capables de réfléchir, qui sont produites artificiellement, mais qui sont capables de réfléchir, et qu'on relie directement à son corps avec une sorte de cordon ombilical qui arrive directement dans ta colonne vertébrale. Il y a une notion d'extension du corps humain par la mécanique dans le cinéma de Cronenberg père, et il se trouve que donc dans le cinéma de Cronenberg fils, on retrouve beaucoup de ces thèmes-là. C'est son deuxième film à vrai dire. Il en avait déjà fait un autre dont j'avais entendu parler à l'époque, mais j'avais pas pu le voir, c'était Antiviral, ou Antiviral du coup en original, qui était sorti en 2012, donc au tout début de ma chaîne. J'avais vu le film sortir, ça m'avait plus ou moins intrigué. Qu'est-ce que j'ai pensé du coup de Possessor, maintenant que je l'ai vu? Est-ce qu'il va finir dans mon top de l'année? Non. C'est pas du tout un de mes films favoris de l'année, c'est pas un film qui m'a particulièrement charmé, avec lequel je me sens particulièrement des atomes crochus, contrairement à Existence par exemple, et à d'autres films de Cronenberg. Ouais, au final, je vous le conseillerais quand même, en prenant bien en compte que c'est du Cronenberg, donc il faut faire attention, il y a des passages qui sont un peu gore, un peu sanguinolents, un peu violents, il y a une remise en question du corps humain, du coup évidemment, puisqu'on parle de son extension ensuite par les machines, donc du coup il y a quelque chose d'assez sanglant avec le truc, il y a aussi de la nudité frontale, des trucs dans ce genre-là, donc du coup, voilà, soyez prévenus, c'est pas n'importe quel film. Si jamais vous avez envie de le voir, il est disponible en VOD uniquement. Je crois qu'il est pas sorti en physique. Et en VOD, il est disponible à l'achat ou à la location sur Apple, sur Orange, sur Canal VOD et sur Rakuten TV. Il se trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant déjà de base dans le film, parce que c'est une métaphore du cinéma quelque part. What's the narrative? Well, imagine Colin Tate as the unstable lover who feels diminished by his new family. Ultimately, he breaks, killing John. Le personnage principal que l'on suit, Dacia Voss, qui est joué par Andrea Riseborough, c'est une actrice finalement. Son rôle, c'est d'être actrice en fait. Elle observe son personnage pendant quelques jours pour prendre ses tics de langage, sa façon de bouger, de se comporter, etc. Je vous avouerai que je suis un peu déçu, ça revient pas spécialement, on va dire, dans le film, c'est pas très bien exploité. Mais du coup, elle a ce devoir d'être une actrice finalement et de jouer du coup un rôle particulier. Donc déjà à la base, il y a une métaphore qui est plutôt intéressante là-dedans. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus travaillé que ça, mais honnêtement, à part une scène où elle va revenir chez elle et où elle est obligée de répéter, de s'entraîner à se jouer elle-même, tu sens pas trop la question en fait. Cette scène-là est plutôt cool, elle est en train de répéter ses propres phrases quand elle va arriver du coup dans la famille pour se réentraîner à se jouer elle-même, étant donné qu'elle a joué une autre personnalité pendant quelques temps. Et ça, pour le coup, c'était assez intéressant, ça posait des questions intéressantes, et après, ça disparaît complètement du film. Ça ne revient plus jamais, cette question-là. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est un petit peu survolé quand même. Mais je voulais revenir un petit peu sur les thèmes qui étaient abordés, notamment parce que je suis pas tout à fait sûr, à vrai dire, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est un film qui, pour une fois, qui est pas très coupé, clair, net, etc. Il y a un peu plus de réflexion qui est demandée. J'aurais du mal à dire exactement quel est le message final auquel veut venir le film. Je vois 2 explications différentes. Il y en a une première qui est, il y a une certaine question de libération de la femme dans cette histoire.
Je trouve qu'il y a des notions de libération du carcan, de la norme, de ce qu'on oblige les femmes de faire en général. J'ai l'impression qu'il y a une attaque du patriarcat notamment, parce que la plupart des victimes que va attaquer l'actrice sont des hommes riches et puissants d'ailleurs, et blancs au passage. J'ai beaucoup aimé, il y a une de ces cibles qui est Sean Bean, ce qui est parfait vu qu'il meurt dans tous les films, donc il est parfait pour être un mec qui doit se faire assassiner dans un film. Là aussi, il y a peut-être un truc intéressant, un petit jeu sur le 4e mur à la limite. Mais donc ouais, t'as l'impression qu'il y a une certaine revanche qui est jouée par rapport aux hommes. Il y a aussi quelque chose de particulier dans le fait que elle est dans le corps d'un homme pour cette mission particulière, donc presque la femme qui prend le contrôle de l'homme. Tu sens qu'il y a quelque chose qui l'attire dans cette idée-là. Quand elle est dans ce corps, un des premiers trucs qu'elle fait, c'est de regarder sa bite et tout. Évidemment, c'est une femme, elle teste pour regarder, mais je trouve qu'il y a une question intéressante par rapport au rapport aux hommes en général dans ce film. Alors, c'est pas des trucs à la con, style ce que nous font les gros studios habituellement, quoi. C'est pas des choses un peu directes. C'est plutôt dans l'indéfinissable. C'est quelque chose d'assez particulier, quoi. C'est pas directement un mec qui va dire fais la vaisselle et la cuisine, quoi, un truc dans le genre là. Mais il y a un rapport intéressant avec le truc, et notamment autour du sexe et du transhumanisme, justement. Il y a beaucoup de symboles de pénétration dans ce film. Bon, c'est une assassine, donc je suppose que vous pensez bien voir venir, mais déjà des lames de couteau, des trucs dans ce genre-là, et les différentes armes sont souvent utilisées à but pénétrationnel. Je sais pas comment dire le truc. Donc j'ai l'impression de travailler un petit peu de ce truc-là. Elle a une espèce de puce qui lui permet de contrôler le mec qui est inclus dans leur tête, et elle doit du coup connecter un câble au truc, et donc t'as là aussi cette image de pénétration qui en plus est filmée en gros plan avec le sang qui sort une fois que le truc rentre dans le truc qui est dans son cerveau. Donc il y a un rapport à la pénétration qui est assez particulier dans le film. Donc du coup, je vois la possibilité d'un message féministe. Je vois aussi la possibilité d'un message anticapitaliste. Il y a une façon de représenter le monde du travail et les écarts de revenus qui sont particuliers. Le film s'intéresse beaucoup notamment à des gens extrêmement riches qui sont à la tête d'énormes compagnies, qui emploient des personnes qui sont dans des buildings qui sont assez magnifiques, et en même temps, leurs bureaux sont complètement délabrés. À quel prétexte? C'est que, en fait, ils utilisent un casque de réalité virtuelle pour travailler, et dans leur casque de réalité virtuelle, ils ont un faux bureau virtuel qui a été créé, avec une vue magnifique sur plein d'arbres, etc. Bon, tu vois complètement que c'est un truc en 2D tout plat, etc., que c'est moche. Mais du coup, ils ont un faux bureau virtuel qui est beaucoup plus propre, et donc ils peuvent laisser tranquillement partir à l'abandon les décors qui sont autour, quoi. Une petite idée que j'ai trouvée assez intéressante, du coup, mais qui en même temps fait un commentaire assez cinglant sur les entreprises et comment est-ce qu'elles gèrent leurs employés, justement, quoi, comment est-ce qu'elles considèrent leurs employés en général. Et il y a une remise en question, donc, du capitalisme, de l'échelle et de l'ascenseur social, etc., etc. Donc, j'ai trouvé que c'était un film qui était extrêmement intéressant au niveau des questions qui étaient posées, notamment parce que la question reste un petit peu ouverte. À la fin, je saurais toujours pas dire exactement quelles étaient les réponses qu'on voulait que j'aie, quel discours le film exactement a voulu faire. Voilà, c'est un film qui est plus cérébral et plus compliqué à aborder. Ça fait aussi un petit peu de bien à ce niveau-là de voir un film qui est assez intelligent et qui est subtil et qui va être extrêmement artistique en même temps. C'est un film qui visuellement est absolument sublime. Déjà, il y a des instants de bravoure précis au niveau des plans, il y a des idées qui sont illustrées avec des effets spéciaux qui sont faits entièrement de façon pratique, et entièrement avec des petites astuces, des déformations visuelles et des choses pour créer des reflets et des flashs de lumière intéressants dans l'image, etc. Ce qui va beaucoup être utilisé pour les phases où la connexion entre l'héroïne et son corps sont un petit peu compliquées. On va avoir des flashs très colorés avec des lumières particulières. Il va y avoir des moments où elle va avoir des bugs et des trucs dans ce genre-là, et du coup on aura une ambiance qui est un peu plus jaunâtre, un peu plus rougeâtre. Énormément du coup de plans comme ça qui sont très jolis et qui sont pour certains totalement éthérés et pas forcément avec beaucoup de sens. Bon, il y a énormément de plans qui insistent sur des miroirs et des reflets, notamment sur des façades d'immeubles par exemple, parce que évidemment comme la personnalité est au centre du film, le miroir est l'élément essentiel pour transcrire la notion de personnalité. Donc du coup on en voit beaucoup, mais en même temps on voit jamais rien de spécial dans les reflets. C'est jamais un personnage vraiment, bon il y a des personnages qui se regardent dans le miroir, mais je parle des plans reflets en général, pas des plans sur les personnes qui se regardent dans le miroir. Il y a des plans sur des vitres, sur des reflets, sur des choses dans ce genre-là, qui reflètent juste un peu de lumière, qui reflètent un peu de la ville, qui reflètent un peu de machin, mais comme les fenêtres sont pas parfaitement posées, les reflets sont jamais tout à fait parfaits, et du coup ça fait des images qui sont presque un peu surréalistes, et il y a beaucoup de plans comme ça dans ce film qui sont visuellement particulièrement bluffants, particulièrement impressionnants, particulièrement jolis et esthétiques, surtout que plastiquement le film est assez irréprochable. Il y a beaucoup de travail d'ambiance colorée, enfin vraiment il y a quelque chose d'assez magnifique.
Et le montage travaille une très belle ambiance également. On va avoir beaucoup de passages où il va y avoir qui vont travailler des silences ou qui vont travailler justement la confusion et le chaos quand elle va avoir des problèmes de connexion avec son truc. Il y a une très belle scène où il y a une machine à côté d'elle qui lui permet du coup de recontacter son elle profond quand elle est dans un corps. Et il y a tout un montage qui est fait en rythme avec le bruit de la machine qui fait un tac, 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 il y a un bruit un peu plus fort, et à ce bruit-là, il y a toujours un cut qui permet d'accéder à autre chose, soit, par exemple, ça va être le même plan dans la même pièce, mais avec une autre ambiance lumineuse et d'autres personnages qui sont présents. Soit on va avoir simplement un champ contre champ ou des changements de plan, et du coup quelque chose d'assez hypnotique et d'assez intéressant, et encore une fois plastiquement, esthétiquement, extrêmement réussi dans ce truc-là. Donc je trouve que c'est un film qui est au niveau du scénario extrêmement intelligent et au niveau de l'image plastiquement assez parfait, quoi. C'est extrêmement esthétisé, c'est très bien tourné, c'est très bien filmé. Il y a un très joli plan en très grand angle sur le manoir d'une des victimes de la nana, et elle qui arrive sur le côté avec une voiture bleue. La façon dont la voiture longe le côté comme un poisson qui passerait avant de rentrer se garer, avec le plan, avec une profondeur monstrueuse, avec le grand angle du coup qui déforme un petit peu les distances en plus. Le plan est sublime. C'est un des plus beaux establishing shots que j'ai vu cette année en tout cas. Il y a aussi un travail de la profondeur de champ qui est très particulier. Il va souvent y avoir de la profondeur de champ, ce qui souvent va être extrêmement étroite, extrêmement limitée. Il y a un plan simplement avec une légère contre-plongée de 3/4 sur le personnage dans lequel elle est dans le corps. Et genre, le point est suffisamment bon pour que tu aies l'impression que tout est à peu près net, mais c'est juste assez flou pour que, par exemple, l'épaule sur le côté devienne un tout petit peu plus floue et que le décor soit très légèrement flou mais que ça se voit pas trop. Et au contraire, dans d'autres pièces, on va avoir vraiment que le personnage principal de net. Pour nous aider du coup à nous focaliser dessus, pour nous montrer aussi que on voit le monde à partir de son point de vue à elle, son point de vue qui est souvent double d'ailleurs, mais du coup on voit le monde à partir de son point de vue à elle, et donc on va souvent avoir des plans qui ont une profondeur de champ extrêmement restreinte, et on va travailler une image comme ça, extrêmement éthérée, extrêmement particulière. Il y a une lumière aussi qui est magnifique, souvent en lumière naturelle j'ai l'impression, si ce n'est quand on a des moments de pure fantaisie, ou des moments où les trucs déconnent, etc., où on a du coup des lumières là qui sont très particulières, très marquées, mais sinon il y a quelque chose d'assez réaliste dans les lumières, tout en profitant parfois pour faire des choses assez extravagantes. Par exemple, on va filmer des personnes comme la patronne, par exemple, de l'héroïne, qui est jouée par Jennifer Jason Leigh, qui jouait dans Existence, justement, de Cronenberg père, sur laquelle, d'ailleurs, Brandon avait fait ses essais en tant que réalisateur d'effets spéciaux, je crois. Mais du coup, il y a un plan où elle est en train de parler devant un écran qui projette des images du dernier assassinat conduit par l'héroïne. Et déjà c'est assez génial. Bon, les images sont projetées, mais elles deviennent assez immenses, et c'est souvent des gros plans qui deviennent du coup limite abstraits justement. C'est du gore, du sang coagulé, des traces de mutilation, de trucs dans ce genre-là. Et en même temps, c'est filmé de tellement près qu'en fait tu comprends même plus ce que tu vois, et ça devient abstrait finalement, comme rapport du coup au sang et au carnage. C'est quelque chose d'assez particulier, et ces personnages sont parfaitement éclairés avec cette projection et dans leur pièce, mais en même temps la pièce est entièrement noire. Donc par exemple, il va y avoir des plans où la patronne de Tessa, je suis toujours obligé de vérifier, c'est bien son nom, hein, Tessa. Tassia, pardon. Voilà, vous voyez pourquoi il fallait que je vérifie. Donc il y a beaucoup de plans où elle est en train de parler avec sa patronne, et la patronne est entièrement filmée sur fond noir. Donc elle est bien éclairée, mais entièrement sur fond noir profond, et du coup ça fait une image qui est très surprenante, notamment avec les cadres qui sont faits dans ce film, parce que beaucoup des plans de ce film, notamment des champs contre champs, sont cadrés avec les personnages dans le coin où ils devraient pas être. C'est-à-dire que, en principe, quand un personnage est dans un plan, il se met, alors faut que je vois, c'est là que ça rate mon image à peu près, s'il regarde par là, du coup, cette zone-là va être vide. On va filmer le truc comme ça, on va filmer cette zone-là vide, et le personnage qui regarde dans cette direction-là. Lui filme de la façon opposée, et donc de la mauvaise façon, entre guillemets. Il filme avec le visage ici en bord de cadre, et tout le reste derrière est vide. Bon, on n'est pas obligé d'être à ce point en 3/4, mais ça crée quelque chose d'assez particulier, parce que les champs contre champs foncent du coup se répondre les personnages, et en même temps, dans l'image, ils se répondent pas, t'es obligé d'aller les chercher ailleurs, donc t'as l'impression qu'il y a des connexions qui sont pas faites, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose, du coup, là aussi, de très intéressant au niveau de la façon de filmer les plans, les champs contre champs, et de faire certains cadres qui sont absolument magnifiques. Et en général, les cadres sont magnifiques, extrêmement bien composés, il y a des plans avec des très belles perspectives, des très beaux points de fuite, notamment quand l'héroïne est devant chez elle, et qu'il y a tous ces garages qui sont rangés, c'est l'habitation très anglaise, avec ces garages tout en rangée, avec la maison bien au fond, etc. La composition, le cadrage, les plans, la lumière, tout est extrêmement réussi dans ce film. Du coup, pourquoi est-ce que je suis pas plus fan de ce film, de Possessor? Je sais pas. C'est sans doute pas exactement ma cam. Les films de Cronenberg sont pas spécialement ma cam non plus. Il y en a quelques-uns que j'apprécie particulièrement dans sa filmographie, mais c'est pas tous
parmi mes chouchous, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu... je suis pas toujours à fond dans ce travail du transhumanisme, de la sexualité, du gore, du réel, de la violence, etc. Il y a tout un tas de trucs comme ça sur lesquels je suis pas constamment à fond. Pour moi, ça reste, par exemple, une meilleure version du cinéma de Winding Refn, qui lui fait du gore gratuit sans aucun sens, qui esthétise, qui suresthétise jusqu'à ce que le film n'ait plus aucun sens justement, qui travaille ses lumières, enfin bon bref, il en fait trop du coup Winding Refn à mon avis. Ici, je sens que c'est plus mesuré et que c'est plus réfléchi surtout. Mais ça reste un petit peu dans la même vibe, donc c'est vrai que je suis pas non plus à fond dans le truc. Et puis c'est pas les gros délires comme un Vidéodrome par exemple, le mec qui fusionne avec son lecteur de cassette, enfin c'est génial. Donc je sais pas, il y a un truc qui est particulier et c'est vrai que j'ai pas spécialement accroché, mais c'est incroyable. La génétique a fait un travail magnifique avec la famille Cronenberg, parce que tout le talent du père s'est retrouvé dans le fils. T'as vraiment l'impression de voir un film de Cronenberg père, en fait, quand tu vois ce truc-là, c'est vraiment la continuité. Donc ouais, c'est en ça que c'était assez intéressant. Je voulais voir le film pour voir s'il y allait avoir un passage de relais, un passage du bâton en bonne et due forme, quoi, qui le mérite, qui a le niveau. Et ouais, je dirais que le fils Cronenberg est là le niveau pour prendre le bâton, prendre le relais après le père. C'est le même style de cinéma, c'est les mêmes thématiques, les mêmes questionnements, et il y a cette même originalité, ce même travail d'un univers assez particulier. Par exemple, j'aime beaucoup le casque dans lequel elle se met pour pouvoir être en connexion. Ça me fait penser à des designs d'Evangélion, un petit peu, ces trucs un petit peu bizarrement formés et tout, avec des câbles un peu partout. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très organique là aussi. Et du coup, il y a quelque chose qui passe, qui est assez intéressant, mais je vous avoue que ouais non, effectivement, je pensais surtout être beaucoup plus fan du côté projection en fait du personnage principal par rapport à une actrice. Je trouvais ça intéressant et j'aurais voulu voir cette poursuite. Et finalement, je vous l'ai dit, je trouve que c'est pas très travaillé au final. On nous dit qu'elle est censée imiter le comportement des personnes dont elle doit prendre le contrôle, et au final, t'as l'impression que tout le monde réalise qu'il y a quelque chose qui va pas avec ce mec, quoi. Mais bon, il y a peut-être une raison aussi à ça. Vous verrez en regardant le film. La fin est très culottée, très osée. Honnêtement, je l'ai pas du tout vu partir là-dedans, le film à la base. Donc du coup, il y avait quelque chose d'assez intéressant. Et c'est aussi assez choquant. Faut vous y attendre aussi. Vous allez voir des trucs qui sont très durs dans ce film. C'est pas un film avec un happy end. Dans la famille Cronenberg, on connaît pas trop ça. Donc, si vous avez envie de voir quelque chose qui va vous challenger un petit peu plus intellectuellement que la plupart des films que vous avez vus cette année ou l'année dernière, si vous avez vu des films l'année dernière, c'est compliqué avec le Covid et tout le bordel, je vous encouragerais plutôt à regarder le film. Pour ce qui me concerne, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais je ne regrette pas du tout d'avoir accordé quelques minutes à ce film. Ça valait tout à fait le temps que je lui ai donné à mon sens, mais c'est vrai que ouais, je suis pas ultra fan et je pense qu'il sera pas dans mon top à la fin de l'année. Il y a peu d'espoir. À moins qu'on ait vraiment une sélection catastrophique cette année encore au niveau du cinéma, mais ça m'étonnerait. Voilà, en ce qui concerne mon avis sur Possessor, réalisé par Brandon Cronenberg. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films. Ciao!